Aujourd'hui, c'est à vous Vanessa, bon débat. Merci Valérie. Oui, ça n'arrive pas tous les soirs qu'on reçoit un plateau uniquement, enfin qu'on ait un plateau uniquement avec des femmes. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez désormais participer via les réseaux sociaux. Elles sont algériennes, syriennes, libyennes ou encore égyptiennes. Elles se sont retrouvées ce jeudi à Paris à l'occasion d'une conférence ministérielle de l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, qui a pour thème entre autres la lutte contre les discriminations faites aux femmes. L'occasion pour nous de nous intéresser ce soir au sort des femmes dans les sociétés révolutionnaires ou post-révolutionnaires. Comment renforcer leur rôle? Comment les pays de l'Union européenne peuvent-ils les aider via notamment l'UPM, l'Union pour la Méditerranée? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités. Avec vous, Shahinaz Abdel Salem, bonsoir. Vous êtes égyptienne, blogueuse, activiste, membre de Al Dostour, qui est le parti de Mohamed El Baradei. Seveizule Aydin, bonsoir. Vous êtes syrienne, vous êtes kurde, avocate, présidente de la déclaration de Damas, qui est un mouvement d'opposition aujourd'hui au régime syrien, et vous êtes également membre de la coalition nationale syrienne. Avec nous, parce que l'Union pour la Méditerranée, c'est un partenariat entre les deux rives de la Méditerranée, donc il nous fallait une Française, une femme engagée. Caroline Forest, bonsoir, journaliste, écrivain, réalisatrice de Nos seins, nos armes, avec la réalisatrice tunisienne Nadia El Fani. Et puis on attend d'une minute à l'autre Siem Badi, qui est ministre tunisienne de la femme et de la famille depuis octobre 2011, membre du Congrès pour la République, qui est le parti du président Monsef Marzouki, qui collabore aujourd'hui, vous le savez, avec les islamistes dans le cadre de la Troïka en Tunisie. Donc, avant de commencer ce débat, on écoute tout de suite François Hollande. C'était mercredi à l'ouverture de l'Union pour la Méditerranée, le chef de l'État français. Les printemps arabes ont été l'occasion pour les femmes d'exprimer bon nombre de leurs aspirations. Les printemps arabes ont été une promesse de liberté, promesse de dignité, promesse d'émancipation, et notamment pour les femmes de la Méditerranée. Et je veux que cette promesse ne soit pas oubliée. Shahinaz Abdel Salem, vous êtes égyptienne, promesse d'émancipation, promesse de liberté. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une promesse oubliée ? Non, bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'on a acquis comme femmes, ce que vous voyez sur les photos là, c'est que les femmes, elles sont descendues dans la rue, elles sont là, elles sont toujours là, avec une masse. Donc voilà, il y a une liberté qu'on a arrachée et qu'on continue pour la garder. C'est ça aujourd'hui l'acquis. Au niveau système, au niveau loi, on n'a rien. Et je pense que le problème de la femme, c'est vraiment très très profond. La révolution, ça peut donner un push, mais après, c'est un long processus. C'est pas fini. Alors la Tunisie, l'Égypte, des sociétés post-révolutionnaires, la Syrie, elle est aujourd'hui en pleine révolution. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit François Hollande, justement, ce qu'il dit des femmes syriennes. En Syrie, les femmes sont aussi les premières victimes de ce qui s'y produit. Les violences font partie de la stratégie de la terreur, aussi bien du régime que des groupes djihadistes. Et de nombreuses femmes se trouvent déplacées ou réfugiées. Et je rappelle que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, c'était en l'an 2000, une résolution qui souligne le rôle des femmes dans le règlement des conflits, mais surtout qui exige leur protection. Et nous devons en faire application. Seveizule Aydin, comment vivent aujourd'hui les femmes dans cette Syrie en guerre ? Oui, je voudrais d'abord juste rectifier une petite chose. Je ne suis pas membre de la coalition syrienne, mais la déclaration de Damas en tant que composante est dans la coalition syrienne. Comment vivent les femmes syriennes cette révolution ? Effectivement, elle est une partie essentielle dans cette révolution. Et les femmes syriennes n'ont pas attendu qu'il y ait le déclenchement de cette révolution de mars 2011 pour prendre la devant de l'opposition syrienne. Les femmes syriennes étaient déjà présentes dans la déclaration de Damas. La déclaration de Damas a été constituée en octobre 2005 et à la tête de la déclaration, on a eu que des femmes. Et c'est elles qui ont guidé dans quelque sorte l'opposition contre cette dictature de régime de Bachar el-Assad. Après le déclenchement de la révolution, elles étaient là, elles sont toujours là.
Effectivement. Mais on ne elles voit subissent- jamais ces femmes. Finalement, on voit beaucoup Eh de ben, reportages. justement. On voit que des hommes qui combattent, et on ne voit jamais ces femmes. Où sont-elles aujourd'hui, ces femmes, dans cette guerre? Justement, merci d'avoir posé cette question. Et c'est pourquoi, justement, j'avais commencé par vous dire que la révolution syrienne et l'opposition à ce régime n'a pas commencé en mars 2011. Les femmes étaient là avec la déclaration de Damas dans la plateforme de l'opposition. Depuis 2005, on était à la tête de cette opposition et aujourd'hui, on est écarté par la force. On est écarté de toutes les instances de dirigeants et de direction de la révolution, mais on est aussi écarté complètement des médias, on est écarté de toutes les scènes. Mais ça, vous la dites au politique. sein même de l'opposition syrienne? Oui, oui. Et je le dis en toute franchise. Regardez ce qui s'est passé avec les élections de la coalition, de conseil de la coalition syrienne. Il y a eu 400 délégués qui ont été envoyés pour composer cette coalition. Par la suite, dans le bureau qui a été élu, il n'y avait même pas une seule femme. Il faut comprendre cela. Et alors qu'on parle des élections démocratiques, il n'y avait rien de démocratique dedans. Par la suite, on a amené Madame Soher Al-Atassi, qui est une opposante formidable. Vice-présidente. On l'a désignée. Ce n'étaient pas les élections, ce n'étaient pas les voix qui l'ont amenée là. Et à notre grand regret. Donc, vous imaginez, ça reflète quelque chose. Ça reflète d'abord que les gens qui ont voté, qui étaient dans la coalition, n'ont pas jugé nécessaire de voter pour une femme, alors que c'était les femmes qui étaient avant eux, avant ces hommes dans l'opposition, et que, deuxièmement, contrairement au principe des élections démocratiques, lorsqu'il n'y avait pas des femmes, sous l'influence justement des Occidentaux, on a amené une femme pour la mettre là-bas, pour essayer de sauver la face. Et je trouve ça tellement... Voilà, l'apparence. Ouais. Je trouve ça tellement dommageable. Siem Badi, on a entendu tout à l'heure, je rappelle que vous êtes ministre tunisienne de la Femme et de la Famille, on a entendu tout à l'heure François Hollande qui a parlé de promesses d'émancipation, promesses de liberté, et qui dit bien qu'il veut en tout cas que cette promesse ne soit pas oubliée. Est-ce qu'elle est oubliée aujourd'hui, cette promesse en Tunisie ? C'est pas le fait qu'elle ait oublié cette promesse, mais je crois que les premières perdantes dans tous ces combats menés pour la liberté, pour la démocratie, pour l'émancipation, pour les droits de l'homme, la première oubliée, c'est la femme quand il s'agit d'accéder au pouvoir. Chez nous, pareil, dans les partis politiques, la représentation de la femme, elle est encore faible. La représentation de la femme dans les bureaux exécutifs des différents syndicats, au sein même du gouvernement, elle est encore faible, alors que les femmes compétentes et les femmes de caractère et qui peuvent vraiment mener et faire réussir à la tête d'une entreprise, les femmes sont capables de le faire. C'est toujours la femme qui est perdante. Je pense que quand il s'agit des enjeux de pouvoir, et je pense que c'est aussi un problème un peu partout dans le monde, la femme doit mener un combat plus hard, plus dur pour accéder, elle doit convaincre plus, elle doit, si j'ose dire, ce n'est pas accéder facilement, mais comme si elle devait arracher un droit, c'est comme si elle devait vraiment se l'approprier en menant un combat dur et difficile. Qu'est-ce qui a été fait pour les femmes que les hommes? Qu'est-ce qui a été fait pour les femmes depuis la chute de Ben Ali? D'abord, je crois que le fait qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un processus de démocratie, et je peux dire un processus puisqu'il est en train de vivre ses premiers pas. On est tout au début. La femme, bien sûr, s'il y a de la liberté, ça profite aussi à la femme. La femme, dans le monde des médias, elle compte pour 60%. Elle représente 60% des femmes dans les domaines de la presse, médias écrites ou les radios. Elle est représentée 60%. S'il y a une liberté de presse, elle sera la première à en profiter. S'il y a cette liberté, depuis l'arrivée des islamistes au pouvoir, qu'il y a une régression du statut de la femme en Tunisie. Vous êtes membre d'un gouvernement et vous collaborez avec les islamistes. Non, je ne pense pas qu'il s'agit d'une régression, parce que le fait déjà qu'aujourd'hui c'est possible d'être dans un mouvement de vie associative, c'est possible d'avoir une vie aujourd'hui politique, chose qui n'était pas avant. Ça donne aussi une possibilité de la femme de participer à la société civile, parti politique. Elle est représentée à 28%. Donc vous nous dites qu'il y a des avancées 28%. Non, il y a une avancée pour les hommes et pour les femmes qui profitent aux deux. Ce qui existe un petit peu
peu, peut-être aujourd'hui un peu, c'est il y a une crainte, vu qu'on est en train de vivre des changements. Et ces changements sont très profonds, puisqu'on est en train d'écrire une constitution, de réviser des lois, on est en train de choisir ensemble un projet de société. Bien sûr que la femme, elle a le droit d'avoir des craintes en se disant vers où on va aller, d'essayer d'être très vigilante, d'essayer de préserver ses acquis. Caroline Fourest, et d'en qui n'a pas demander parlé plus. encore. Caroline Fourest, justement, depuis l'arrivée des islamistes au pouvoir, en fait, cette troïka, parce qu'il n'y a pas que des islamistes, il y a aussi des gens du CPR comme vous. Quelle est aujourd'hui la situation des femmes en Tunisie? Est-ce qu'elles régressent? Est-ce que le sort des femmes régresse? Au contraire, est-ce qu'il y a une avancée? Elle est terrible, la situation des femmes en Tunisie, parce qu'effectivement, elle régresse. C'est-à-dire que non seulement ce gouvernement ne tient pas ses promesses en matière de gestion économique, il n'arrive même pas à gérer les services publics, le tri des déchets, c'est déjà quelque chose qu'il n'arrive pas à faire, mais en plus, sur des libertés fondamentales, sur des droits humains, il s'organise pour organiser la régression notamment des droits des femmes. Et ce n'est pas au nombre de femmes qu'on va voir dans ce gouvernement, ou même à l'élection de la constituante, qu'on peut mesurer le degré de leur liberté. Parce que dans cette constituante, vous avez des élus islamistes femmes qui se battent toute la journée contre les droits des femmes, et vous avez des ministres, y compris des ministres des droits de la femme, qui se battent toute la journée contre les féministes. Madame la ministre ici présente a déclaré la guerre à l'association, entre autres Femen, en disant que c'était contraire à l'islam, contraire aux traditions de la Tunisie. C'est une déclaration d'interdiction d'une association par principe, avant même qu'elle n'ait fait quoi que ce soit. Quand Amina a subi la répression qu'elle a subie, a fait plusieurs semaines, même plus d'un mois de prison pour un simple tag sur un muret dans des conditions qui ne sont pas des conditions de justice normales, Madame la ministre ne s'est pas exprimée. Quand une professeure des universités a dénoncé le fait qu'on remplaçait un centre pour femmes battues par un projet de propagande religieuse qui se trouve en plus être piloté par le frère d'un des hauts responsables du parti auquel elle appartient, Madame la ministre des Droits des Femmes a limogé cette professeure d'université. Ce sont des pratiques que l'on n'a connues que sous Ben Ali. Ben Ali utilisait un régime liberticide pour asseoir son pouvoir. Pour ce gouvernement, non seulement le régime liberticide est un moyen, mais c'est pire, c'est un objectif. C'est encore presque plus grave. Là, j'ai le droit Si de Mbadi, réponse. ah bah tout à fait, vous avez le droit de réponse. D'abord, c'est pas à moi d'interdire des associations ou pas. Ça, alors c'est pourquoi vous de... l'avez proclamé? Non, je le proclame pas. Appelant les choses comme donc, de manière juridique. D'abord, c'est le premier ministère qui accorde ou pas l'autorisation d'avoir ou pas une association, de tenir ou pas une association. Ce n'est pas du tout au ministère de la Femme. Et bien sûr, quand il y a l'idée d'avoir une association qui peut ne pas s'intégrer actuellement dans les choix des Tunisiens et qui peut un petit peu poser des problèmes, on peut se demander... Ça veut dire quoi, ne pas s'intégrer dans le choix des Tunisiens? Par exemple, là, le fait en Tunisie aujourd'hui qu'une femme s'exprime en montrant ses seins en public en Tunisie, je ne pense pas que c'est accepté et que ça sera déjà, elle se mettra en danger elle-même pour trouble de l'ordre public. Déjà, si on le fait, c'est déjà même pour protéger déjà cette femme et pour protéger l'ordre public. On la protège en prison. Non, bien sûr. Ça vous a scandalisé, la condamnation bien sûr, d'Amina? ça me scandalise après. Donc, il y a des condamnations. Elle vous a scandalisé, Caroline Fourest, vous avez posé une question. Est-ce que la condamnation d'Amina vous a... Par contre, les condamnations, nous, on veut instaurer, et plus que jamais, on veut avoir un système judiciaire libre, dont les ministres n'interviennent pas pour dire faites rentrer ou faites sortir ou faire pression sur qui que ce soit. Si les juges estiment qu'elle a transgressé certaines lois ou qu'il y a matière à la juger, c'est à eux et à eux seulement de décider. Si cette femme-là doit être acquittée et qu'il y a abus, à ce moment-là, elle sera défendue et les juges donc doivent rester, on doit respecter la liberté d'agir dans les magistrats. Et le limogeage d'une professeure d'université, Madame la ministre? Troisième chose, écoutez, nous, il faut qu'on accepte qu'il y a une succession dans les rôles, dans les postes de pouvoir. Il faut s'ouvrir à tout le monde. Il faut donner une possibilité à nos cadres tunisiennes et à nos universitaires aussi de pouvoir participer à cette Tunisie naissante. Il n'y a pas de mal du tout quand il y a un professeur qui a été détaché pour une mission, qu'après, on peut aussi en trouver un autre qui aussi mettra son empreinte, qui élaborera avec nous aussi. Vous allez nommer une féministe? On n'a pas encore nommé, on a ouvert la candidature. J'espère qu'on aura des féministes qui défendront les droits de la femme. J'espère qu'on aura des féministes qui seront à la tête de cet établissement-là et qui vont satisfaire une grande majorité des Tunisiens. Bien sûr, on n'arrivera jamais à satisfaire une tendance ou une autre. On essaye de faire un consensus.
c'est toujours très C'est vrai qu'il y a quand même eu difficile. plusieurs affaires. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs affaires, notamment de cette jeune fille qui a été violée, qui ensuite a été accusée d'atteinte à la pudeur. Il y a eu ce premier jet de la Constitution. On ne parlait pas d'égalité entre les hommes et les femmes, et de la complémentarité. C'est vrai qu'il y a quand même eu plusieurs aspects. Moi, j'ai la question d'un Madame la ministre. Il y a des choses aussi qu'on veut en faire, des histoires, et qu'on veut en faire tout un cinéma et tout un cirque sur des histoires qui sont... Non, mais c'est des histoires qui existent dans tous les pays du monde. Moi, j'ai une question à vous poser, parce qu'il y a de nombreuses questions d'un internaute. Un viol, bien sûr, c'est un geste condamnable en Tunisie, condamnable en France, condamnable aux États-Unis. C'est pas parce qu'on est en transition ou qu'on est un pays naissant en démocratie qu'il n'y aura pas, malheureusement pas en Tunisie aujourd'hui, de violence ou de viol. Il y en a. Il faut faire des stratégies. Il faut collaborer ensemble pour que ces phénomènes-là restent isolés et pour y remédier. Mais ce n'est pas parce qu'on est en train d'initier une démocratie que de jour au lendemain, on va résoudre tous les problèmes qui existent dans Tunisie. Des problèmes qui n'existent pas. Par exemple, Pardon, moi je veux qu'on soit excusez-moi, juste un mot de la fin. En une seconde, je veux dire, moi j'espère que les femmes, j'espère que les femmes soient fières aussi de ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui. Des femmes de moins de 35 ans. Oui, justement, je vais poser la question. J'ai une question à poser. Je vais la poser, Caroline Forest, parce que beaucoup d'internautes, en effet, ont posé cette question. Aujourd'hui, il y a une rumeur qui circule, et c'est plus qu'une rumeur, parce que ce sont des témoignages qui circulent sur Facebook, comme quoi les femmes de moins de 35 ans n'auraient pas le droit de voyager seules, sans autorisation de leur tuteur. C'est une directive qui aurait été donnée à la police de l'air et des frontières. Est-ce que vous nous confirmez cette information, ou est-ce que vous la démentez fermement? Non, madame, je la démente, et le ministère de l'Intérieur elle-même a démenti. Et au contraire, plus que ça, malheureusement, donc, dans certaines lois, il y a encore vis-à-vis de la femme une certaine des lois qui sont encore, donc, si j'ose dire, qui touchent encore la femme. La femme, elle doit demander l'autorisation du mari, encore aujourd'hui en Tunisie, quand elle veut avoir une pièce d'identité à ses enfants mineurs, pour voyager. La femme, quel que soit son âge, quel que soit son rang, quelle que soit sa classe sociale, quelle que soit sa profession, doit demander l'autorisation du père pour quitter les territoires avec ses enfants. Ça en France aussi, on est en train de réviser les lois pour que mère ou père peuvent avoir le droit d'avoir des pièces d'identité et des pièces pour leurs enfants, pour que père ou mère doivent avoir l'autorisation que l'enfant quitte, pas seulement le rôle du père. Et ça, donc, on est en train de réviser les lois et on avait écrit... En tout cas, vous démentez cette information. Bien sûr. Vous la démentez. C'est même pas moi qui l'a démenti, c'est le ministère de l'Intérieur. CV Isoli Aydin, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, où il y a quand même, un recul peut-être quand même concernant le sort des femmes. En tout cas, il y a eu plusieurs affaires qui nous laissent penser. Quand vous voyez ce qui se passe en Égypte, et on va en parler dans un instant du sort des femmes, notamment des femmes qui sont victimes de harcèlement, mais ça c'est un fléau parmi d'autres. On pourrait aussi parler de la non-égalité hommes-femmes, des salaires, on va en parler tout à l'heure. Quel regard vous portez? Il y a des islamistes qui sont arrivés au pouvoir dans ces deux pays. Aujourd'hui, parmi la rébellion, il y a beaucoup d'islamistes aussi. Est-ce que vous craignez que demain des islamistes arrivent aussi au pouvoir à Damas et que le sort des femmes soit menacé une fois encore? Mais bien sûr. Et je pense que nous, peut-être on a, entre deux guillemets, un peu la chance que notre révolution continue encore aujourd'hui et qu'on peut apprendre de l'expérience des autres. Madame la ministre, je vous dis, par exemple, en Tunisie, les femmes ont réussi quand même, alors qu'ils avaient beaucoup de droits à l'époque de dictature Ben Ali, de fait de contact en permanence avec la France, ont réussi quand même à inscrire dans la loi électorale la possibilité, donc la présence de quotas de 50%. Sur toutes les listes électorales. Lorsqu'il y a eu les élections de octobre 2011, les femmes n'ont pas été élues. Pourquoi? Parce que les partis politiques avaient l'obligation d'inscrire ou de présenter autant des candidats des femmes que d'hommes, mais ils ont inscrit les femmes à la fin de la liste et quand les femmes n'ont pas été élues, il n'y avait pas d'obligation. En Égypte... Je vous corrige juste, je vais l'alternance, homme-femme dans toutes les listes. Par la suite. Après. Non, il n'y a pas eu d'autre... Allez, on fait une petite pause. On va reprendre le débat, on fait une petite pause. Le temps du rappel des titres et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.